En décembre 1989, la Roumanie était au bord de l'effondrement. La faim, la répression et la surveillance constante avaient conduit le pays à un point de rupture. La population est descendue dans les rues et la peur qui avait duré des décennies a commencé à se fracturer. Le pouvoir absolu de Nicolae et Elena Ceausescu vacillait. Pendant des années, ils avaient contrôlé chaque aspect de la vie nationale. Des usines et des universités aux tribunaux et à la police secrète. Personne n'était hors de leur portée. Personne ne pouvait désobéir sans en payer le prix. Maintenant, la révolte progressait sans frein et le régime s'effondrait. La figure d'Elena, présentée comme mère de la nation et scientifique exemplaire, est devenue la cible d'une haine ouverte. Qui a décidé de son destin lorsque le pays s'est rebellé? Pourquoi même ses alliés les plus proches lui ont tourné le dos? Comment la femme la plus redoutée a-t-elle fini par affronter la fin la plus brutale? L'ambition dangereuse, une paysanne contre son destin. Le 7 janvier 1916 est née dans le village de Petresti, dans le comté de Dâmbovița, Elena Petrescu. Sa famille faisait partie du paysanat pauvre du sud de la Roumanie, un milieu où l'agriculture de subsistance et l'élevage des animaux rythmaient la vie quotidienne. Elle était la troisième de 6 enfants dans un foyer où l'effort physique et les travaux des champs absorbaient toutes les énergies disponibles. L'enfance s'est déroulée dans un environnement où l'éducation n'était pas une priorité, surtout pour les filles du milieu rural. Elena a grandi sans alphabétisation, condition commune dans sa communauté, bien que dans son cas, elle ait perduré jusqu'à l'adolescence et laissé des traces qu'elle chercherait plus tard à dissimuler par la manipulation de sa biographie officielle. Contrairement à ses sœurs, qui acceptaient sans poser de questions les tâches domestiques et agricoles, Elena a montré dès son plus jeune âge une attitude différente. Elle rejetait les attentes traditionnelles qui associaient les femmes à l'obéissance, au mariage précoce et à la maternité comme destin exclusif. Ceux qui se souvenaient d'elle dans le village indiquaient qu'elle transmettait un désir de se différencier, d'aspirer à une place qui ne correspondait pas à celle de ses origines paysannes. Cette inclination explique que, en arrivant à la jeunesse, elle ait cherché à quitter le milieu rural et à se diriger vers Bucarest. La capitale offrait des possibilités que la campagne ne pouvait pas donner, des usines, des syndicats et l'effervescence politique d'une société en crise. Pendant la décennie des 1930, Bucarest était le théâtre d'une agitation sociale. La monarchie faisait face à des pressions croissantes, tandis que des mouvements d'extrême droite, comme la Garde de fer, disputaient la rue aux groupes communistes, qui restaient interdits depuis la décennie précédente. La répression policière n'empêchait pas de petites cellules clandestines d'opérer dans les usines et les quartiers ouvriers. C'est dans cet environnement qu'Elena a trouvé un emploi en tant que travailleuse textile. L'industrie absorbait une main-d'œuvre féminine abondante sous des conditions difficiles et des rémunérations minimales. Pour elle, l'entrée dans l'usine signifiait aussi le premier contact direct avec des espaces où circulaient des idées politiques différentes de celles connues dans son village. Les réseaux communistes utilisaient ces ateliers comme lieu de recrutement. Des réunions secrètes étaient organisées, des tracts illégaux étaient distribués et l'on transmettait le sentiment de faire partie d'une lutte avec des horizons plus grands. Elena s'est rapprochée de ces cercles malgré sa faible formation. Dans cet environnement, le manque d'études n'était pas un obstacle. Ce qui était valorisé, c'était la discipline, la loyauté et la disposition à prendre des risques face à la police. Pour une jeune fille cherchant à échapper aux limitations de ses origines, cet environnement représentait non seulement un espace d'appartenance, mais aussi une voie pour s'élever socialement dans une société où peu d'opportunités existaient pour les femmes sans ressources. En 1939, elle a rencontré Nicolae Ceausescu, un jeune militant communiste plusieurs années plus jeune qu'elle. Malgré son jeune âge, il avait déjà fait face à plusieurs arrestations et s'était forgé une réputation d'activiste déterminé. La rencontre entre eux ne s'est pas limitée à un plan personnel. Pour Elena, la relation avec Nicolae offrait un canal d'accès plus solide aux structures du parti clandestin. Pour lui, elle apportait un soutien émotionnel et une figure de référence au milieu d'un environnement de persécution. Leur union s'est consolidée dans les années suivantes lorsque la répression contre les communistes s'est intensifiée. Nicolae a été arrêté à de multiples reprises au cours des années 1940, renforçant son prestige interne. Elena, bien que n'étant pas en vue en tant que théoricienne ou dirigeante,
est resté proche, consolidant un rôle défini par sa capacité à établir des liens personnels et à tirer parti des circonstances. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a changé le cadre politique roumain. En 1940, le pays a perdu des territoires au profit de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Bulgarie, affaiblissant la légitimité de la monarchie. L'année suivante, sous la direction du maréchal Ion Antonescu, la Roumanie s'est jointe à l'Allemagne nazie en tant qu'allié. Le Parti communiste est resté interdit, mais le lien avec Moscou le maintenait comme une option qui pouvait gagner en importance si la guerre prenait une autre direction. Elena et Nicolae sont restés dans la clandestinité, s'habituant à vivre sous surveillance avec des réunions discrètes et un besoin constant de changer de refuge. En août 1944, avec l'entrée de l'armée rouge à Bucarest et la destitution d'Antonescu, la situation prit un tournant décisif. Le Parti communiste, jusque-là marginalisé, émergea comme une force soutenue par la puissance occupante. Du jour au lendemain, des militants persécutés commencèrent à occuper des espaces dans le nouvel ordre politique. Nicolae commença à gravir les échelons, profitant de son expérience et du soutien soviétique. Elena l'accompagna dans cette trajectoire, consolidant sa présence lors des événements du parti et renforçant son image en tant que figure associée à un cadre en ascension. La transformation du système politique a culminé en décembre 1947 lorsque la monarchie a été abolie et la République populaire de Roumanie a été proclamée. Cette même année, Elena et Nicolae se sont mariés. La coïncidence temporelle entre leur union personnelle et la naissance du nouveau régime reflétait la manière dont ils se projetaient tous deux au sein du système qui commençait à se consolider. Bien qu'ils ne fassent pas encore partie de la direction, leur position était solide pour avancer dans le processus de purification et de réorganisation qui caractérisait les partis communistes du bloc de l'Est après-guerre. La discipline, la loyauté envers Moscou et l'habileté à manœuvrer dans un environnement changeant leur assuraient une place de plus en plus visible dans la structure étatique. Elena avait ainsi complété une première métamorphose, de paysanne analphabète à militante installée dans les espaces du pouvoir naissant à Bucarest, accompagnée d'un compagnon qui progressait sans pause dans la hiérarchie du parti. Le mythe inventé, l'épouse devenue scientifique. Après l'instauration de la République populaire roumaine en décembre 1947, le Parti communiste s'est consolidé comme le pilier du nouveau pouvoir étatique sous la tutelle directe de Moscou. Un processus systématique d'élimination des rivaux politiques, de nationalisation des institutions et de restructuration sociale a alors commencé. Les anciens partis ont été dissous, la monarchie abolie et les opposants marginalisés ou emprisonnés. La victoire militaire soviétique avait ouvert la voie à un modèle de contrôle dans lequel le Parti communiste roumain, jusque-là une organisation marginale et clandestine, est devenu un instrument hégémonique. Dans ce contexte, Elena Ceausescu, récemment mariée à Nicolae, a trouvé un environnement fertile pour progresser. Son nom ne figurait pas parmi les personnalités de premier plan du parti, mais sa proximité avec le nouveau cadre en ascension lui a permis de s'intégrer dans des réseaux qui, avec le temps, s'avéreraient cruciaux. Tandis que Nicolae commençait sa carrière ascendante sous la protection du leader Gheorghe Gheorghiu Dej, elle se déplaçait discrètement en arrière-plan, cultivant des liens et observant les mécanismes du pouvoir. Gheorghiu Dej, à la tête du parti depuis la fin des années 40, imposa un régime de fer et subordonné à l'Union soviétique. Il fut responsable de purges internes qui assurèrent son contrôle absolu. Nicolae, considérablement plus jeune, devint l'un de ses protégés. Il occupa des postes dans l'Union de la jeunesse communiste, plus tard au ministère des Forces armées, et gravit les échelons jusqu'à devenir une figure de poids au sein de l'appareil. La discipline, la capacité organisationnelle et sa disposition à respecter la ligne dictée le placèrent comme candidat naturel pour la succession. Pendant ce temps, Elena consolidait un rôle moins visible, mais d'une influence croissante. Elle manquait de protagonisme dans les organes de direction, bien que dans les conversations privées, elle prenait de l'importance. On ne lui attribuait pas des talents de stratège, mais elle avait bien l'habileté d'assurer des bénéfices pour elle-même et pour son cercle le plus proche. Sa loyauté envers Nicolae et sa présence constante aux réunions et événements renforçaient l'idée d'une compagne inséparable. Le changement décisif dans sa trajectoire s'est accompagné d'un projet soigneusement élaboré, la construction d'une identité académique.
Elena était arrivée à Bucarest sans formation et avec seulement des notions de base de lecture et d'écriture. Dans les registres internes du parti, ces lacunes étaient consignées. La nouvelle élite communiste, cependant, nécessitait des symboles qui représentaient le triomphe de la classe ouvrière et la possibilité d'ascension grâce au socialisme. Dans ce cadre, sa transformation a été conçue. Elle s'est inscrite à des cours du soir, puis à l'Université polytechnique de Bucarest. Ses performances étaient limitées, mais l'intervention des autorités garantissait la réussite aux examens et la progression académique. Professeurs et camarades signalaient sa faible participation, mais toute objection était neutralisée par la pression politique. Ainsi, elle a obtenu des diplômes dans le domaine de la chimie et une place à l'Institut de recherche chimique. Depuis lors, elle a commencé à apparaître comme auteure d'articles et de brevets élaborés par des équipes de chercheurs, obligés de signer sous son nom par disposition officielle. La narration étatique présentait cette biographie comme preuve de la mobilité sociale que le socialisme rendait possible. Elena cessait d'être décrite comme l'épouse d'un dirigeant pour devenir une scientifique de prestige international. La propagande la plaçait comme chercheuse pionnière dans le domaine des polymères, reconnue dans des congrès étrangers et honorée par des institutions du bloc socialiste. Des distinctions honorifiques d'université et d'académie renforçaient l'image. La fiction se maintenait grâce à un appareil bureaucratique qui garantissait son inclusion dans des études et projets sans participation effective. L'ascension parallèle de Nicolet a contribué à renforcer cette représentation. Dans les années 60, déjà devenu une figure centrale du parti, il a accumulé des postes de plus en plus importants. La mort de Gheorghiu Dej en 1965 l'a placé en position de leadership et avec sa nomination comme secrétaire général, la machine de propagande s'est intensifiée. Le discours officiel exaltait le couple comme modèle exemplaire du socialisme roumain, lui comme dirigeant sage et guide du pays, elle comme intellectuelle et mère de la nation. Le culte de la personnalité se reflétait dans des portraits placés dans les écoles, les usines et les bureaux publics. Les manuels scolaires présentaient leur biographie comme des exemples à suivre. La presse publiait des articles laudatifs décrivant Elena comme une chercheuse brillante. Lors des cérémonies et des congrès, son nom était répété dans les chansons, les poèmes et les discours. L'exaltation incluait des éléments de genre. Elle était présentée comme l'incarnation de la femme travailleuse qui, grâce au parti, atteignait les plus hauts accomplissements scientifiques. En 1967, Elena a été nommée directrice de l'Institut de recherche chimique de Bucarest. Sous sa gestion, les équipes de recherche furent obligées de l'inclure comme co-auteur dans les publications et de lui attribuer des mérites dans les brevets. Son nom figurait dans des dizaines de travaux, bien qu'elle ne participât pas à leur rédaction. La propagande d'État diffusait ses œuvres comme des contributions personnelles, consolidant la distance entre la réalité de sa formation et l'image publique qui s'imposait. Dans le système académique, la contradiction était évidente, mais la peur des représailles empêchait les questions. Toute critique pouvait signifier la perte de l'emploi, l'exclusion professionnelle ou même des conséquences pénales. De cette manière, la fiction est restée intacte. Les voyages à l'étranger ont encore renforcé le mythe. Chaque visite officielle était accompagnée d'hommages et de titres honorifiques décernés par des institutions de pays alliés. Ces reconnaissances étaient immédiatement reproduites dans les médias roumains comme des preuves de l'admiration internationale pour son œuvre scientifique. La décennie de 1970 a marqué l'achèvement de cette construction. Nicolas, en plein exercice du pouvoir absolu, cherchait à projeter la Roumanie comme un pays indépendant au sein du bloc socialiste. L'image d'Elena en tant que scientifique reconnue servait cette stratégie, offrant l'idée d'un État capable de produire des figures intellectuelles admirées à l'étranger. Les cérémonies en son honneur, les médailles reçues et les publications portant sa signature étaient diffusées comme symbole de prestige national. Vers 1974, Elena avait cessé d'être seulement l'épouse du dirigeant suprême pour devenir un mythe institutionnalisé. La distance entre sa capacité réelle et la figure présentée au peuple était immense, mais la censure empêchait toute contradiction. Dans les archives, son nom apparaissait associé à des réalisations scientifiques de portée mondiale, tandis que dans la vie quotidienne, les chercheurs continuaient de travailler sous pression pour maintenir la fiction.
La propagande avait réussi à consolider une deuxième métamorphose, de militante discrète à académicienne reconnue internationalement, soutenue par un système dans lequel la fiction était indissociable de la politique. Le pouvoir caché, Elena commande dans l'ombre. En mars 1974, Nicolae Ceausescu a assumé le poste de président de la République socialiste de Roumanie. Avec cette désignation, un pouvoir qui en pratique était déjà exercé de manière absolue a été formalisé. L'investiture a également élargi l'influence d'Elena Ceausescu, qui cessa d'être une accompagnatrice pour se consolider comme une partie active du noyau dirigeant. À partir de ce moment-là, sa présence dans les organes décisionnels fut plus visible et sa capacité d'intervention sur l'appareil d'État s'est intensifiée. L'ascension d'Elena s'est traduite par des charges formelles de haut niveau. Elle faisait partie du comité central du Parti communiste roumain et occupait des sièges à la Grande Assemblée nationale, organe législatif contrôlé par le régime. De plus, elle exerçait la vice-présidence du Conseil national de la science et de la technologie, institution clé dans le récit officiel qui projetait la Roumanie comme pays en développement scientifique sous les principes du socialisme. Ces postes lui donnaient un accès direct aux ressources de l'État, à l'information stratégique et au réseau de pouvoir qu'elle gérait de manière personnelle. Dans le domaine académique, son contrôle atteignit des dimensions inédites. Elle dirigeait l'Institut de chimie et accumulait des distinctions dans les académies nationales et internationales, ce qui renforçait la propagande sur sa prétendue condition de chercheuse. Mais au-delà de cette image, elle exerçait une influence directe sur la désignation des cadres académiques et la distribution du financement. Professeurs, recteurs et responsables de recherche dépendaient de son approbation pour maintenir leur poste. La loyauté personnelle envers Elena devenait un prérequis indispensable pour survivre dans le monde intellectuel roumain. Son influence s'est étendue au domaine gouvernemental lorsqu'il a assumé la première vice-présidence du Conseil des ministres à la fin des années 1970. Ce poste lui a donné le contrôle sur des domaines sensibles tels que l'éducation, la culture et les affaires sociales. Aucun programme d'études, manuel scolaire ou programme universitaire n'était mis en œuvre sans passer par sa supervision. L'idéologie officielle était renforcée dans chaque matériel éducatif et, à de nombreuses reprises, des références à ses prétendus succès scientifiques étaient incorporées. Ce contrôle sur la formation de la jeunesse constituait l'un des instruments les plus efficaces pour consolider son image. En marge de la structure formelle, Elena a développé un cabinet informel qui fonctionnait comme un centre de pouvoir parallèle. Ministres, ambassadeurs et hauts fonctionnaires étaient convoqués directement à son bureau et de ces entrevues dépendait en grande partie leur carrière. Un simple signe de désapprobation pouvait déterminer la destitution ou la marginalisation d'un cadre politique. En pratique, ce cabinet opérait comme une cour personnelle où prédominaient le favoritisme et l'arbitraire. La compétition pour montrer une obéissance absolue générait une atmosphère de peur permanente. Lors des réunions du comité central, Elena intervenait fréquemment, interrompant les orateurs et corrigeant les interventions même sans avoir de formation technique suffisante. Des fonctionnaires de haut rang étaient réprimandés en public, ce qui consolidait un climat de soumission. Avec le temps, son autorité a généré une crainte encore plus grande que celle provoquée par Nicolae lui-même. Bien qu'il soit le chef de l'État et le secrétaire général du parti, la perception largement répandue était que la personne la plus redoutée dans les couloirs du pouvoir était Elena. Sa capacité à décider des nominations ou des révocations la plaçait comme un véritable arbitre en matière politique et administrative. Le couple se montrait conjointement lors d'actes officiels. Elena occupait des places de choix dans les cérémonies, congrès et voyages, ce qui renforçait l'impression qu'elle exerçait un rôle équivalent à celui de son époux. Les discours officiels et les médias faisaient des références constantes à sa sagesse scientifique et à son rôle dans le progrès du pays. Ses portraits apparaissaient aux côtés de ceux de Nicolas dans les institutions publiques et les centres de travail. L'appareil de propagande alimentait systématiquement l'idée qu'il ne s'agissait pas seulement de l'épouse du président, mais d'une dirigeante en plein exercice du pouvoir. La surveillance et la méfiance devinrent des mécanismes habituels de contrôle. Elena a poussé à des purges discrètes au sein de l'élite politique, a encouragé des intrigues internes et a fomenté des rivalités entre fonctionnaires pour maintenir son autorité incontestée. Les diplomates, universitaires et leaders du parti étaient constamment évalués.
Le soupçon de manque de loyauté, même sans preuve, pouvait signifier la fin d'une carrière. Sa présence créait un climat de paranoïa dans lequel l'obéissance devenait la seule ressource de survie pour ceux qui faisaient partie de la direction. Entre 1974 et 1980, le régime est devenu progressivement plus rigide. Nicolet cherchait à projeter la Roumanie comme un État avec une certaine indépendance vis-à-vis de Moscou dans la sphère internationale, mais sur le plan intérieur, le contrôle se renforçait de manière croissante. Elena a joué un rôle déterminant dans ce processus, s'assurant que chaque niveau de l'appareil réponde à la fois à la structure officielle et à son autorité personnelle. Son influence s'étendait des programmes scolaires aux nominations des ministres et des projets scientifiques aux décisions diplomatiques. Le résultat a été la consolidation d'un pouvoir dual dans lequel les frontières entre la figure du chef de l'État et celle de son épouse devenaient floues. Elena Ceausescu était reconnue et redoutée dans tous les domaines. Dans les couloirs des institutions, la possibilité d'un geste de désapprobation suffisait pour sceller le destin des fonctionnaires de tout rang. Sa figure, omniprésente dans les années 70, s'était transformée en symbole d'un régime qui combinait propagande, répression et arbitraire. Le pays affamé, misère pour le peuple, luxe pour la cour. Au début de la décennie des années 1980, la Roumanie faisait face à une situation économique critique. Au cours des années précédentes, le régime avait eu recours à des prêts de banques occidentales pour financer de grands projets industriels et moderniser partiellement l'infrastructure. La crise internationale du pétrole a renchéri le crédit et réduit la capacité de paiement, et Nicolae Ceausescu a adopté une politique radicale. Liquider la dette extérieure dans les plus brefs délais, peu importe les conséquences internes. La stratégie a été présentée comme un acte d'indépendance économique et de défense de la souveraineté nationale. En pratique, elle a signifié détourner vers l'extérieur une grande partie de la production agricole, énergétique et industrielle. Les contrats d'exportation étaient négociés depuis le cercle proche du président, et tout besoin de la population était subordonné à la priorité du remboursement de la dette. Des bateaux chargés de céréales, de viande et de pétrole partaient vers des marchés étrangers, tandis que les magasins roumains restaient vides. Les médias officiels justifiaient la mesure comme un sacrifice nécessaire pour les générations futures, mais dans la vie quotidienne, la pénurie était évidente. En 1981, un système de rationnement des aliments de base a été instauré. Le pain, la viande, l'huile et le sucre étaient distribués avec des coupons, bien que les quantités soient minimes et souvent indisponibles dans les magasins. Des familles entières passaient des heures dans de longues files d'attente pour recevoir des rations insuffisantes. Le régime alimentaire s'est réduit à des niveaux de subsistance et les problèmes de malnutrition ont augmenté, surtout parmi les enfants. Le discours officiel soutenait que les Roumains consommaient excessivement et qu'il était nécessaire de corriger les habitudes alimentaires, une justification qui contrastait avec la réalité des foyers. Les restrictions ne se limitaient pas aux aliments. Pour économiser des devises, le régime a réduit drastiquement la consommation interne d'électricité et de chauffage. En hiver, la température maximale autorisée dans les appartements a été fixée à 14 degrés, bien que dans de nombreux bâtiments, le système fonctionnait à peine. L'électricité était coupée plusieurs heures chaque jour dans tout le pays, obligeant des millions de personnes à passer les nuits dans l'obscurité. L'utilisation d'appareils électroménagers était limitée et l'éclairage public réduit au minimum. Dans les villes, les rues devenaient désertes après la tombée de la nuit, dans une atmosphère de pénurie qui est devenue partie de la routine. Alors que la population faisait face à des privations, le contraste avec la vie de la famille Ceausescu devenait de plus en plus marqué. Elena et Nicolae habitaient le palais de Primaveri à Bucarest, équipés de luxes impossibles à imaginer pour la plupart. Voyages à l'étranger, banquets privés, vêtements de créateurs occidentaux et bijoux faisaient partie de leur vie quotidienne. Elena accumulait colliers de diamants, tenues exclusives et collections de chaussures et manteaux en fourrure. La famille disposait de résidences supplémentaires dans des endroits comme Snagov, toutes avec accès à des commodités interdites au reste du pays. L'accumulation de richesses comprenait des biens à l'étranger et des comptes cachés gérés par l'intermédiaire de personnes de confiance. Bien que ces détails soient restés hors de portée de la population pendant le régime,
des rumeurs circulaient sur le luxe de la famille, alimentées par des récits d'employés et de fonctionnaires proches. Les contrastes étaient trop visibles. Tandis que les citoyens supportaient des rations maigres et des coupures d'électricité, les Ceausescu se déplaçaient en automobile de luxe, organisaient des réceptions abondantes et apparaissaient lors d'événements officiels vêtus avec ostentation. La propagande tentait de cacher ces différences en présentant Elena comme une femme travailleuse et austère, dédiée à la science et au progrès de la nation. Cependant, les images du couple lors de réceptions internationales, entourées d'abondance, circulaient de manière non officielle et renforçaient la perception d'un fossé insurmontable entre gouvernants et gouvernés. Dans ce contexte, la figure d'Elena a acquis un caractère particulièrement impopulaire. Bien que Nicolae soit le visage officiel du régime, elle est devenue le symbole du mépris envers le peuple. Son nom apparaissait dans des portraits, des manuels scolaires et des publications scientifiques, mais dans la vie quotidienne, il était associé à l'arrogance et au luxe au milieu de la pénurie. Le titre obligatoire de camarade docteur et l'insistance à lui reconnaître des prétendus succès académiques accentuaient encore plus le contraste avec la réalité de la population. Pour de nombreux Roumains, Elena ne représentait pas la mère de la nation proclamée dans les discours officiels, mais l'incarnation du pouvoir distant qui imposait des sacrifices tout en jouissant de privilèges. Le mécontentement s'est manifesté de manière discrète, toujours sous la menace de la surveillance et de la répression. Dans les files d'attente pour obtenir du pain ou de la viande circulaient des commentaires à voix basse sur le luxe de la famille présidentielle. Les citoyens partageaient des blagues clandestines qui ridiculisaient leur ignorance et leur ostentation. Ces expressions de critique populaire, transmises de manière informelle, renforçaient une perception collective de rejet. Dans un pays où la dissidence ouverte pouvait impliquer des persécutions, la moquerie privée est devenue une soupape de sécurité face à la pénurie généralisée. Entre 1980 et 1985, la combinaison de la faim, du froid et de la peur a consolidé l'image d'Elena Ceausescu comme figure détestée. Sa présence constante dans les ministères, dans le milieu académique et lors des actes officiels renforçait l'impression qu'elle était co-responsable des décisions qui avaient mené à la misère généralisée. Dans la perception populaire, il ne s'agissait pas uniquement de l'épouse du chef d'État, mais d'une dirigeante active, impliquée dans la politique qui conditionnait chaque aspect de la vie quotidienne. De cette manière, au milieu de la détérioration économique, Elena s'est transformée en cible symbolique de la frustration sociale. Son pouvoir était réel, son influence visible, et sa figure est restée associée à un régime qui sacrifiait le bien-être de la majorité pour soutenir une politique de remboursement de la dette et une vie de luxe réservée à une élite réduite. La terreur du régime, répression et projets cruels. À la fin de la décennie de 1970, le régime de Nicolae et Elena Ceausescu avait consolidé un modèle totalitaire qui englobait tous les aspects de la vie en Roumanie. La politique économique d'austérité extrême se combinait avec une architecture répressive basée sur la surveillance permanente, la censure et la peur. Dans ce cadre, Elena jouait un rôle décisif, tant dans la promotion de projets de transformation sociale radicale que dans la supervision des mécanismes de contrôle. L'un des programmes les plus significatifs était ce qu'on appelait la systématisation rurale. Présenté comme un plan de modernisation, il consistait en la démolition de milliers de villes et villages avec le déplacement forcé de leurs habitants vers des complexes résidentiels construits en série. L'argument officiel parlait d'améliorer l'accès aux services de base et de rationaliser l'organisation territoriale, mais en pratique cela signifiait la destruction de communautés historiques. Églises, cimetières et habitations traditionnelles étaient rasés pour ériger des blocs de béton dépourvus d'identité et de services suffisants. Elena participait aux cérémonies d'inauguration des nouveaux quartiers qui étaient présentés comme des symboles du progrès socialiste. Pour la population rurale, le plan a été interprété comme une agression directe à leurs racines et à leur mode de vie. Des familles qui avaient habité les mêmes terres pendant des générations ont été expulsées et relogées dans des appartements impersonnels avec des espaces réduits. Le résultat a été la rupture des traditions locales et l'augmentation du ressentiment envers le couple au pouvoir, en particulier envers Elena, qui apparaissait comme une promotrice enthousiaste du projet. En même temps, la Securitate, la police secrète roumaine, atteignait sa capacité opérationnelle maximale.
C'était l'un des appareils répressifs les plus étendus d'Europe de l'Est, avec un réseau de centaines de milliers d'informateurs déployés dans les usines, les universités, les institutions publiques et même dans de petites communautés rurales. L'infiltration était si profonde qu'il était courant que des membres d'une même famille soient surveillés les uns par les autres, souvent sans le savoir. Le système utilisait de multiples informateurs dans un même environnement pour croiser les données et vérifier leur fiabilité, générant un climat de méfiance absolue. Elena n'était pas étrangère à ces dynamiques. Bien que le contrôle formel incombe au ministère de l'Intérieur et à Nicolas, elle exerçait une influence dans la sélection des cadres et dans la définition des priorités. Elle recevait des rapports périodiques sur les ministres, diplomates et membres du parti, renforçant une atmosphère de paranoïa au sein de la direction. La perception généralisée parmi les fonctionnaires était que chaque conversation pouvait être enregistrée et écoutée ultérieurement par la camarade docteur. Les méthodes de la Securitate comprenaient des détentions arbitraires, des interrogatoires sous torture psychologique et physique et la pratique des disparitions forcées. Les prisonniers politiques étaient envoyés dans des prisons et des camps de travail où les conditions équivalaient à une condamnation lente. Après la chute du régime, des enquêtes ont confirmé que, dans les institutions d'État, des expériences médicales avaient été réalisées sur des prisonniers et des enfants orphelins comme sujet de tests pour des vaccins et des médicaments sans protocole de sécurité. De nombreux décès et de graves séquelles ont été la conséquence directe de ces essais, autorisés au plus haut niveau de la hiérarchie. L'implication d'Elena dans la supervision de ces programmes a été signalée par d'anciens fonctionnaires et confirmée par des documents ultérieurs. Lors des réunions, elle recevait des informations sur les résultats des tests et, selon plusieurs témoignages, minimisait l'importance des décès ou des complications enregistrées. Le mépris envers les plus vulnérables a été associé à sa figure, alimentant la perception qu'elle était co-responsable de pratiques particulièrement cruelles. En parallèle, le culte de sa personnalité a atteint des niveaux extrêmes. Son portrait apparaissait dans les bureaux, écoles et hôpitaux, tandis que les médias d'État publiaient des articles la présentant comme une universitaire de renommée internationale. Des statues à son effigie ont été érigées dans des espaces publics, et dans les salles de classe, les enfants apprenaient des poèmes exaltant son intelligence et son rôle maternel envers la nation. Chaque congrès du parti comprenait des discours renforçant l'idée d'une scientifique de prestige mondial, inséparable du destin du pays. La distance entre cette image officielle et la vie quotidienne de la population était de plus en plus grande. Le contraste entre la propagande et la réalité de la pénurie alimentait le mépris envers elle. Les blagues clandestines la ridiculisaient comme ignorante et arrogante, et son nom circulait comme synonyme d'abus et de prépotence. Dans les couloirs du pouvoir, son autorité générait la peur. Dans la société, son image devenait objet de moquerie et de haine contenue. L'obsession du couple Ceausescu pour contrôler chaque détail de la vie roumaine se reflétait dans l'omniprésence des mécanismes de sécurité. Micros dans les bureaux et les habitations, suivi des diplomates étrangers et contrôle des communications téléphoniques étaient des pratiques courantes. L'intimité avait disparu comme catégorie sociale. Elena encourageait ce climat de suspicion, poussant des purges périodiques au sein du parti et incitant des rivalités internes qui neutralisaient toute possibilité d'opposition. Entre 1977 et 1989, Elena Ceausescu s'est consolidée comme partie inséparable du noyau de pouvoir. Son rôle dans la planification de la systématisation rurale, son influence sur la Securitate et sa participation à la construction du culte de sa personnalité l'ont rendue à la fois redoutée et rejetée. Tandis que le discours officiel insistait pour la présenter comme la mère de la nation et une scientifique exemplaire, la perception populaire l'identifiait à la répression, à la misère et à la destruction des traditions. Au cours de ces années, la fiction de propagande a atteint son expression maximale. La distance entre le mythe officiel et l'expérience réelle de la population a défini Elena Ceausescu comme une dirigeante qui non seulement accompagnait Nicolas dans l'exercice du pouvoir, mais le partageait de manière active, associée directement à la répression et à la souffrance de millions de citoyens. La révolution éclate, le peuple rompt le silence. En décembre 1989, la crise qui s'était accumulée depuis plus d'une décennie en Roumanie a atteint un point irréversible. La répression,
La pénurie et la vigilance permanente avaient usé la population, mais la peur restait un obstacle décisif à tout soulèvement. Cette peur a commencé à se fissurer dans la ville de Timisoara, où un conflit apparemment mineur s'est transformé en catalyseur d'une révolte nationale. Le déclencheur a été la décision d'expulser le pasteur réformé Laszlo Tokes, critique envers les politiques officielles et accusé d'hostilité envers l'État. Le 16e décembre, les fidèles de l'Église et les habitants de la ville ont formé une chaîne humaine autour du bâtiment pour empêcher son transfert. Ce qui a commencé comme un acte de solidarité s'est transformé en une manifestation ouverte contre le régime, avec des slogans dirigés directement contre Nicolae et Elena Ceausescu. La réponse de l'appareil de sécurité a été immédiate. Les forces de la Securitate et les unités militaires ont reçu l'ordre de disperser les rassemblés par l'usage de la violence. Les affrontements ont laissé des dizaines de morts et de blessés, et de nombreux corps ont été retirés en secret pour minimiser l'ampleur de ce qui s'est passé. La répression, loin d'étouffer la protestation, a fait de Timisoara un symbole de résistance et a brisé le mur du silence. Dans les jours suivants, la révolte s'est étendue à d'autres villes. La violence n'a pas arrêté la mobilisation. Au contraire, elle l'a alimentée. Des images des affrontements et des nouvelles transmises clandestinement ont circulé parmi la population, générant une vague d'indignation. À Bucarest, la tension a atteint un point critique le 21 décembre. Nicolae a convoqué un grand rassemblement sur la place du Palais dans le but de montrer sa force et de prouver qu'il contrôlait encore la situation. Comme lors des manifestations précédentes, des milliers de personnes ont été obligées d'assister. Le dictateur est apparu au balcon principal, avec Elena à ses côtés, et a commencé un discours retransmis en direct à la télévision nationale. L'inattendu se produisit lorsque, dans la foule, des huées et des cris de protestation furent entendus. La perplexité se reflétait sur le visage de Nicolae. Il a tenté de retrouver son calme en promettant des augmentations de salaire, tandis qu'Elena l'exhortait à continuer. La foule ne s'est pas apaisée. La transmission télévisée a été interrompue de manière abrupte, mais l'effet était déjà irréversible. Pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir absolu du couple était publiquement remis en question. Cette même nuit, Bucarest a été le théâtre d'affrontements violents entre manifestants et forces de sécurité. Il y a eu des barricades, des coups de feu et des victimes mortelles dans les rues. Le lendemain, 22 décembre, l'appareil militaire a commencé à se fragmenter. Certaines unités ont refusé de tirer sur la population et ont rejoint les manifestants. Le régime s'est effondré. Dans le bâtiment du comité central, Nicolae et Elena ont tenté de coordonner une réponse, mais la défection des Alliés et l'effondrement de l'appareil répressif les ont laissés isolés. Un hélicoptère a atterri sur le toit du bâtiment et les a évacués avec des escortes. Les images du décollage ont rapidement circulé. Le couple qui avait gouverné d'une main de fer quittait la capitale en secret. L'hélicoptère se dirigea d'abord vers Snagov, mais la situation devint intenable. L'espace aérien était surveillé et le pilote, conscient du risque d'être abattu, décida d'atterrir et de les laisser au sol. À partir de ce moment, les Ceausescu entreprirent une fuite improvisée par la route, utilisant des véhicules réquisitionnés et se déplaçant par des chemins secondaires. Dans leur parcours, ils ont essayé d'obtenir refuge dans différentes localités, mais les paysans ont refusé de les aider. L'attitude des habitants révélait le changement profond dans la relation entre gouvernants et gouvernés. Pendant des décennies, la soumission avait été forcée. À ces heures-là, l'hostilité était ouverte. Les portes restaient fermées et la population montrait du rejet envers le couple. Le 22 décembre, dans les environs de Botény, ils ont été interceptés par une patrouille militaire. Les soldats, en les reconnaissant, ont procédé à les arrêter. Elena a gardé un ton hautain et a insulté les officiers, refusant d'accepter qu'ils étaient en état d'arrestation. Nicolae, plus affaibli, a encore tenté de donner des ordres, mais sa voix manquait d'autorité. Ils ont tous deux été transférés en détention dans une caserne militaire à Targoviste, où ils ont été retenus dans des installations improvisées. À Targoviste, la tension était constante. Des rumeurs circulaient au sujet de troupes loyales qui avançaient vers la caserne pour les sauver, ce qui a conduit à renforcer les mesures de sécurité. Pendant ce temps, à Bucarest, un gouvernement provisoire se constituait, intégrant d'anciens cadres communistes qui avaient abandonné le dictateur au moment décisif. L'incertitude était générale.
Personne ne savait avec certitude combien de forces restèrent fidèles au régime, ni quelle serait l'issue immédiate. La capture du couple est devenue un problème de première urgence. La simple possibilité qu'ils puissent récupérer le pouvoir était perçue comme une menace intolérable par la nouvelle direction. Les jours qui ont suivi ont été marqués par la désorganisation, les rumeurs et la construction accélérée d'une nouvelle autorité politique. En moins d'une semaine, la révolution était passée des premières manifestations à Timisoara à l'effondrement d'un régime qui avait gouverné la Roumanie pendant plus de 20 ans. Elena, jusqu'alors présentée comme une figure intouchable dans la propagande officielle, se transforma en prisonnière sous la garde de jeunes soldats. La femme qui avait exercé un pouvoir direct sur les ministères, les académies et les réseaux de surveillance expérimentait une situation radicalement différente. Confinée dans une caserne provinciale, elle dépendait de la volonté de gardiens qui représentaient une nation en pleine insurrection. La chute du couple Ceausescu ne fut pas seulement la disparition d'un régime, mais aussi l'effondrement de l'image construite pendant des décennies par la machine de propagande qui avait exalté Elena comme la mère de la nation et scientifique exemplaire. La fin sanglante, procès rapide et exécution par fusillade. Le 25 décembre 1989, dans la ville de Targoviste, une procédure sommaire a été mise en place qui marquerait la fin de Nicolae et Elena Ceausescu. 3 jours auparavant, ils avaient été capturés par des unités militaires après leur tentative de fuite échouée et le pays vivait dans un chaos total. À Bucarest, on se battait encore contre des tireurs d'élite fidèles au régime. Dans certaines provinces, des affrontements isolés étaient rapportés et la structure du pouvoir étatique était pratiquement effondrée. Le nouveau Conseil du Front de Salut National, dirigé par Ion Iliescu et d'autres anciens dirigeants communistes, essayait de consolider son autorité tout en faisant face à l'incertitude des possibles contre-attaques de secteurs militaires fidèles aux anciens dirigeants. Dans ce contexte, la permanence du couple dans la caserne militaire de Targoviste était perçue comme une menace directe. Leur simple survie gardait ouverte la possibilité d'une restauration du régime. Les rumeurs sur des colonnes armées marchant vers l'endroit et sur des plans de sauvetage augmentaient la pression. Pour les nouveaux dirigeants, la solution devait être rapide et définitive. Il fut décidé d'organiser un procès immédiat, sans publicité et avec une issue irréversible. Le matin du 25 décembre, un tribunal militaire s'est constitué dans la même caserne. Il était composé d'officiers de l'armée, d'un procureur militaire et de 2 avocats désignés comme défenseurs. Le choix des juges obéissait plus à l'urgence qu'à des critères d'expérience. La salle d'audience a été improvisée dans un local de la caserne avec un mobilier sommaire et la présence de soldats armés à tout moment. Il n'y a pas eu de préparation procédurale détaillée, ni de réunion de preuves systématiques, ni de témoins. Le début de la session a eu lieu autour de midi. Le procureur a présenté un acte d'accusation allant du génocide à la corruption, en passant par les crimes contre l'humanité, la répression politique et l'effondrement économique délibéré. L'accusation de génocide s'appuyait sur des estimations attribuant des dizaines de milliers de morts aux politiques du régime et à la répression violente des manifestations, y compris les plus récentes à Timisoara et Bucarest. Des accusations de gains illégaux grâce à des comptes à l'étranger, de détournement de fonds de l'État et d'utilisation des ressources nationales pour maintenir un style de vie luxueux en contraste avec la misère généralisée ont été ajoutées. La présentation des charges a été brève et générale. Aucun document détaillé ni liste exhaustive de victimes n'a été offert. Mais le tribunal a supposé que le contexte politique et l'urgence justifiaient l'absence de preuves formelles. La structure juridique normale a été remplacée par une procédure orientée à obtenir une sentence immédiate. Nicolae est apparu avec son manteau sombre, le même avec lequel il avait été arrêté. Sa réaction a été un rejet total de la légitimité du tribunal. Il a déclaré que seul le Grand Conseil national avait le pouvoir de le juger et qu'il restait le président légitime de la République socialiste de Roumanie. Il a indiqué qu'il était face à un coup d'État soutenu par des puissances étrangères et a refusé de répondre à des questions spécifiques. Il a réitéré des phrases incohérentes sur la trahison de ses subordonnés et sur la conspiration de forces externes contre le pays. Son discours était monotone, marqué par la déconnexion avec la situation réelle. L'image qu'il a transmise était celle d'un homme incapable de reconnaître que son régime s'était effondré.
Elena a montré un comportement complètement différent. Dès le début de la session, elle a interrompu les juges et les procureurs, criant, insultant et discréditant ceux qui l'accusaient. Elle a absolument nié toutes les accusations, en particulier celles liées à des comptes à l'étranger. Elle a dit que les accusations étaient des inventions de traîtres et d'ennemis de la nation. Son ton était provoquant. Il ne s'est pas contenté de rejeter les accusations. Il s'est moqué des présents, les a accusés de lâcheté et les a qualifiés d'ingrats. Lorsqu'un des avocats désignés a suggéré la possibilité de plaider l'incapacité mentale pour éviter la peine capitale, il l'a insulté immédiatement et a rejeté toute tentative de défense technique. L'intervention des défenseurs s'est résumée à un rôle passif, tandis que la dynamique du procès se dirigeait vers une fin déjà prévue. Après moins d'une heure de délibération, le tribunal a rendu son verdict. La sentence était la peine de mort par fusillade pour les deux, avec exécution immédiate. La lecture a été directe, sans explication supplémentaire ni possibilité d'appel. Nicolas garda le silence après avoir entendu la condamnation, murmurant des phrases peu claires. Elena répondit par des cris, se proclamant mère de la nation et niant l'autorité des juges. Lorsque les soldats entrèrent dans la salle pour les transférer, elle résista physiquement et dut être poussée vers l'extérieur. Le lieu de l'exécution était une cour de la caserne, à côté d'un mur de béton sans ornement. Le peloton était composé de jeunes parachutistes, certains d'entre eux volontaires. La préparation a été précipitée, sans procédure de protocole. Les prisonniers ont été attachés et placés face au mur. On a proposé à Elena un bandeau pour couvrir ses yeux, qu'elle a refusé avec détermination. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait regarder les soldats. Ses dernières paroles furent des insultes dirigées aussi bien aux militaires qu'au nouveau gouvernement. Nicolet, dans une tentative rituelle, a commencé à entonner des fragments de l'hymne communiste roumain, bien que sa voix fût faible et tremblante. À 14h50, l'ordre de feu a été donné. Les fusils automatiques ont tiré des rafales prolongées. En quelques secondes, les deux corps sont tombés atteints par des dizaines d'impacts. L'enthousiasme du peloton fut tel que les tirs ont continué même après que les cadavres étaient déjà immobiles au sol. Une équipe militaire a filmé l'exécution. Cependant, seuls des fragments de l'enregistrement ont été diffusés par la télévision nationale le lendemain. Les images montraient les corps ensanglantés dans la neige, à côté du mur de la caserne, comme une confirmation visuelle que la dictature était terminée. Pour la population, les images ont eu un effet immédiat. À Bucarest et dans d'autres villes encore sous tension, la nouvelle a été reçue avec des célébrations. L'exécution a été interprétée comme l'élimination définitive du symbole de la terreur. Pendant des années, le régime avait généré une peur constante. La vision des corps abattus a représenté pour des millions de citoyens une forme de justice directe. Le procès et l'exécution ont été perçus par une grande partie de la population comme une catharsis collective. Bien qu'il s'agisse d'un procès sommaire, la rapidité et la sévérité de la sentence répondaient au désir de fermer immédiatement un cycle d'oppression. Dans les rues, où l'on combattait encore contre des tireurs embusqués, la nouvelle s'est propagée de bouche à oreille et a été accueillie par des acclamations. Les rumeurs sur la capture et la mort des Ceausescu avaient circulé depuis leur fuite, mais la diffusion d'images élimina tout doute. La peur qui avait dominé pendant plus de 2 décennies se dissipa en l'espace de quelques heures. Pour beaucoup, l'exécution représenta le point final d'un régime qui avait réduit la population à la faim, au froid et à la surveillance permanente. Dans le reste du monde, la nouvelle a provoqué des réactions immédiates. En Occident, les gouvernements ont exprimé un soulagement pour la fin de la dictature, mais aussi des inquiétudes quant à l'absence de garanties légales lors du procès. Les organisations internationales de défense des droits humains ont souligné que la procédure ne respectait pas les normes de base de la justice, bien qu'elles aient reconnu la situation exceptionnelle de la Roumanie en ces jours-là. Dans le bloc socialiste, l'exécution a été interprétée comme un signe sans équivoque de l'effondrement des régimes à parti unique en Europe de l'Est. La chute des Ceausescu s'ajoutait au processus de transformation accéléré en Pologne, en Hongrie, en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie. La mort du couple symbolisait la fin d'une époque où la répression avait été justifiée comme défense du socialisme. En moins d'une semaine, la révolution roumaine était passée de manifestations locales à Timișoara à l'exécution du couple qui avait gouverné avec un pouvoir absolu pendant presque un quart de siècle.
La machine de propagande qui avait exalté Elena comme scientifique de renommée mondiale et mère de la nation a été réduite à une image télévisée. Son corps sans vie à côté de celui de Nicolet dans la neige d'une caserne militaire. Elena Sosescu avait parcouru un chemin singulier. De paysanne analphabète à pétresti à militante communiste, d'épouse du dirigeant à académicienne fabriquée, de codictatrice redoutée à prisonnière exécutée. Son dernier jour de vie a reflété l'effondrement d'un régime entier, détruit avec la même rapidité que l'on célébrait Noël dans une Roumanie qui se réveillait de la peur.